Ce sont des sentiers de haute montagne, capables de briser les jambes et le moral de ceux qui s'y aventurent. Virginie y marche depuis plus de 40 heures. Elle vient de parcourir 110 km à pied. J'adore entendre les gens chanter, applaudir, faire de la musique. Ça veut dire qu'on y arrive. On est là. Ah, on arrive à la fin du Maïdo. Arrivé au sommet du Maïdo, Et Virginie. sonne un peu comme une victoire. Allez, allez. Super. Merci. Virginie n'est pas une sportive professionnelle. Et pourtant, le public l'acclame, comme tous ceux qui arrivent jusqu'ici. C'est magnifique quand tu vois les gens qui t'applaudissent, qui sont là et qui t'attendent, quoi. Ça te rebooste, ça te remet un petit peu plus de carburant. Puis, coûte que coûte, hein. Allez. Car pour relever le défi jusqu'au bout, cette mère de famille de 40 ans doit encore parcourir 55 km. Virginie participe à la Diagonale des Fous, l'une des courses à pied les plus dures du monde. Une traversée complète de l'île de la Réunion. 165 km et 10 000 mètres d'ascension, 2 fois le Mont Blanc. À boucler en moins de 66 heures. Chaque année, le 3e week-end d'octobre, ils sont 2700 à tenter l'aventure. J'ai voulu moi aussi m'y frotter. Ça me paraît insurmontable, ça me paraît impossible d'aller au bout. Je veux comprendre ce que viennent chercher ces concurrents. Que veulent-ils se prouver? Pourquoi se font-ils autant souffrir? Sans réelle préparation, je me suis donc moi aussi inscrit à la 25e édition de cet Ultra Trail, avec l'espoir de passer la ligne d'arrivée. Le centre-ville de Saint-Pierre est bondé. Autour de moi, des milliers de curieux et les proches des coureurs ont fait le déplacement pour assister au départ. C'est un grand jour sur l'île de la Réunion, l'un des plus importants de l'année. Bonjour, on y va? On y va, vide le sac. Là, j'ai une sous-couche chaude, manche longue. La Diagonale des Fous nécessite un minimum d'équipement. Sans ce matériel, impossible de prendre le départ. Réserve alimentaire là et de l'autre côté aussi. 2 bandes et couverture de survie. Super. Juste que vous allumiez votre... Oui, c'est vrai. avant de partir. Tenez, regardez. Super, on laisse repartir. Par là? Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. À quelques minutes du coup d'envoi, je me rends compte que les concurrents ne sont pas forcément tout jeunes. La moyenne d'âge est de 41 ans. Moins de 10% sont des femmes. Allez nous passer l'arche, les sourires. Rapidement, la foule des participants s'étire. Les décors urbains laissent la place à la forêt tropicale. À 2 heures du matin, après 16 km, une scène surréaliste s'offre à moi. La course est arrêtée. On profite, hein. On s'occupe comme on peut. Le sentier est trop étroit pour digérer le grand nombre de coureurs. Le bouchon est énorme. Le problème, c'est qu'on va se faire taper la barrière horaire. On risque d'arriver après le délai maximum
C'est-à-dire que là, on doit arriver à 5h15. Et tel que c'est parti, ça sent mauvais. Et si on arrive au prochain ravitaillement après 5h15, on est donc fini. disqualifié, quoi. Maison. Nous allons parcourir 4 km en 2 heures. Pire que sur le périphérique parisien à l'heure de pointe. Voilà, j'ai survécu à la première nuit. Et ça, c'est déjà pas mal. Et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de monde qui participe à ces courses. C'est pour ces moments-là. Ces levées de soleil dans des paysages extraordinaires. C'est beau. Ah ouais. C'est superbe. Malgré les embouteillages de la nuit, je suis dans les temps. Après 50 km, soulagement. J'aperçois les tentes du ravitaillement. En fait, chaque ravitaillement est une petite victoire, tu vois. Et on se dit, bah, on va peut-être arriver au bout, en fait. Parce que cette nuit, quand même, au 15e kilomètre, j'ai envie de chialer, quoi. Parce qu'il y a de la vraie bouffe, là. J'ai vu de la vraie bouffe, tiens, pardon, excuse-moi. Et il y a plein de trucs là-bas, il y a des fruits aussi. Ah, génial. Du sel. Génial. Merci beaucoup, Karine. Merci mille fois. Bye. Au menu de mon petit déjeuner, pâtes froides et poulet trop cuit. C'est bon. Dans ce moment-là, de toute façon, il pourrait te donner n'importe quoi. C'est trop bon à chaque fois. Les ravitaux sont aux coureurs, ce que les oasis sont aux bédouins. Des lieux de repos et de réconfort, pour retrouver un peu de fraîcheur physique. C'est grâce à ça que je vais rattraper les ponies. Il y a une vingtaine de ravitaillements sur le parcours. Dans les sentiers, chaque coureur vit la course à son rythme, à sa manière. Pour Virginie, installée à La Réunion depuis 4 ans, c'est une première. Cette assistante maternelle vient chercher plus que du dépaysement dans cette épreuve. Arriver au calme des 40 ans, on a besoin de se prouver plein de choses. Et puis c'est aussi un dépassement de soi-même, donc voir où sont nos limites. Donc ce défi participe à donner ou redonner du sens à votre vie. Ouais. Car la Diagonale des Fous est aussi une expérience intérieure. Des heures, des jours d'efforts qui obligent les concurrents à se découvrir un peu plus, tout particulièrement dans les périodes d'épuisement. Ça fait partie quand même des moments moins plaisants du Grand Raid, non? Disons que le trail est une leçon d'humilité et il y a des moments où on se rend compte quand on n'est pas dans le coup. On peut vraiment se poser la question de faut-il persévérer? 56e kilomètre. Un moment très difficile. Ça grimpe, il fait une chaleur terrible, une lourdeur, une humidité. Pardon. Comme sur une île tropicale, quoi. Je suis en course depuis plus de 16 heures. Il faut pas se vautrer, là. Au bord du sentier, les corps exténués sont de plus en plus nombreux. Il reste pourtant plus de 100 km à parcourir. Nous entrons dans Sillaos, l'un des 3 gigantesques cirques de l'île de la Réunion. J'y retrouve Virginie, la quadra en recherche de ses limites, beaucoup plus vaillante que moi. Je vais penser à ma bouteille de champagne qui m'attend à l'arrivée. Encore 4 km pour rejoindre la ville de Sillaos. Je commence à me demander si je serais capable d'aller au bout. Je bénis les kinés pour ces quelques minutes de massage. Ils font partie des 1700 bénévoles qui chouchoutent les coureurs à chaque ravitaillement. J'ai un vrai problème. J'ai du mal à m'alimenter.
Une difficulté assez classique chez les coureurs de longue distance. Le corps, exténué, dirige le sang vers les organes vitaux, délaissant du même coup estomac et intestin. Résultat, une envie de vomir persistante. Les paysages sont toujours époustouflants. Pourtant, je ne prends plus de plaisir. La diagonale des fous est en train de me vaincre. Salut Frédéric. Bonjour. Bonsoir Frédéric. Ah, merci. Après 21 heures de course, 72 km parcourus et 4000 mètres d'ascension, mon corps dit stop. Je crois que là, c'est trop dur pour moi, là. Toi, ça va, toi? J'ai envie de dormir. Moi, je vois pas comment je peux continuer, là. Ouais, t'arrives plus à rien à avaler? J'arrive plus à rien. Je suis pas assez prêt, en fait. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes pour cette diagonale? Moi, ça fait 3 ans. Ouais, bon, bah, voilà. Ah ouais, moi, ça fait quelques mois. Trop peu de mois. L'épreuve est terminée pour moi. 30% des concurrents n'arriveront pas au bout de cette course de l'extrême. Allez. Bon courage. Le plus dur reste à venir pour Virginie et les participants toujours en lice. Une deuxième nuit blanche s'engage. Une lutte infernale contre le sommeil. Tu te sens bien? T'as des crampes? Non? T'as besoin de rien? Dormir. Ah! Allez, courage. Sur les sentiers vertigineux de la Réunion, la fatigue peut être fatale. En 25 diagonales des fous, 3 participants sont morts. Des chutes à chaque fois. Le dernier en 2012. Une petite couverture de survie, et là je dors. Allez. Contrairement à certains, Virginie veut rejoindre le prochain ravitaillement avant de dormir. Les lits sont où, monsieur? Pardon? Les lits? Les lits? En fait, il n'y a pas de lit. Hein. C'est vrai? Si vous voulez vous étendre un peu, vous pouvez vous mettre là-dedans s'il y a de la place. Ah non? Ça va être compliqué là pour enjamber. Bon bah, à la dure comme à la dure, hein. Oh la vache. Oh. Allez, 31 minutes. Allez, bonne nuit. À cet instant précis, le vainqueur passe la ligne d'arrivée. Virginie, elle, est encore à 85 km de l'exploit. Le lendemain, dans le cirque de Mafat, perle de la Réunion, la procession continue. Inlassablement. Dans le village de Rocheplate, 15,64. l'école primaire ressemble ce jour-là à un hôpital de campagne. Nous sommes au kilomètre 106. C'est super. La diagonale des fous commence vraiment à mériter son nom. Ouais, c'est de bouger un peu. Ça soulage ou pas? Ouais. Virginie fait partie des rescapés. Elle arrive dans les temps, 1 heure avant la fermeture du ravitaillement. Bonjour Virginie. Virginie, Virginie, attendez plus de 18,66. Allez, courage, Julien, c'est bien. Allez, bon courage. Dur. La nuit était très dure. Je n'ai fait que courir. C'était une course contre la montre. Exténuée, Virginie va devoir affronter la plus grosse difficulté de cette diagonale des fous. Gravir un mur de 1000 mètres pour sortir du cirque de Mafat et atteindre le sommet du Maïdo.
3 heures d'effort pour vaincre la montagne. Une gigantesque descente s'offre ensuite aux coureurs. Une vingtaine de kilomètres pour rejoindre la ville de la Possession en bord de mer, avec la traversée de la rivière des Galets. Une heure du matin. Virginie marche depuis 51 heures. Ah bah ça c'est normal, hein. Arrêtez de faire là. Souriante mais à bout de force, Virginie peut compter sur le soutien de ses amis. Ah, je sens bon. La classe, même sur la diagonale. Ouais, la classe. Célibataire, Virginie a 2 fils. Enzo, l'aîné, 18 ans, est installé en métropole. Tom, 14 ans, a vu sa mère s'entraîner jusqu'à 23 heures par semaine. Une passion dévorante que Joël, sa meilleure amie, a toujours encouragée. C'est des gros sacrifices, ouais. Je pense que c'est du temps qu'elle n'a pas passé avec sa famille, mais sa famille l'a compris. Et a compris que c'était comme ça qu'elle était bien, en fait. Elle a eu peur. Un bisou, Nanou. Ah, tu fais gaffe à la descente, là. À tout à l'heure. Bon. Allez. Dans 2 heures. Elle est en voiture. Saint-Denis s'étale au pied de Virginie. Elle sort indemne d'une 3e nuit de marche. C'est grâce à Marion, c'est elle qui m'a tirée. Si elle n'avait pas été là, je serais pas là. Il reste 500 mètres avant l'entrée dans le stade de la Redoute et la ligne d'arrivée. Allez-y, bravo, bravo. Allez, ah, ça se fait. Ça se fait. Bien joué, lâchez tout, lâchez tout, lâchez toutes les émotions. Bravo, Mananou, bravo. Tu l'as fait, putain. Virginie a parcouru les 165 km de la Diagonale des Fous en 60 heures et 32 minutes. Virginie, je peux vous embrasser? Ouais, merci beaucoup. Hein. Ah, bravo, vraiment. C'est pour toi cette victoire. Pour toi et ton frère. Ouais, c'est super intéressant, ouais. Ses amis le surnomment Tintin. Comme son héros favori, Constantin de Spisevitch arpente les confins du Tibet. Donc ça s'appelle le thé des neiges. En tibétain, on dit ganja. Et on le récolte au printemps? À la manière des dandies explorateurs du siècle dernier, depuis 7 ans, ce Français fait découvrir à des citadins chinois les contrées mythiques de leur pays. Ce serait un peu comme si vous auriez un Chinois dans les Cévennes qui fasse découvrir aux Français la route de Stevenson. Il y a quelque chose d'assez dingue. Ce qui l'est encore plus, c'est que Constantin voyage au Tibet avec une caravane de 45 chevaux. Allez, on avance, on avance. Des expéditions sur les anciennes routes du thé, encore inviolées des touristes. Ces caravanes, Constantin en organise une vingtaine, entre avril et octobre. Façon trek de luxe, avec petits plats gastronomiques et argenterie. Sur les hauts plateaux du toit du monde. Son camp de base, c'est Shangri-La, perché entre le Tibet et le Yunnan. Une cité dominée par un immense monastère bouddhiste. Les habitants y font inlassablement tourner les moulins à prière pour glorifier la plénitude des sens
la tranquillité des âmes. Les 700 lamas en robe vermillon brûlent en sacrifice des branches de genévrier qu'exhale la vieille ville emmitouflée de bois. Chaque soir, on y danse au son des guimbardes, des luths et des sitars. C'est ce folklore chamarré qui a séduit Constantin. Le Toulonnais de 43 ans s'est installé dans la campagne, dans cette ferme tibétaine de 600 mètres carrés. Cela fait plus de 20 ans qu'il vit en Chine. La Chine a été vraiment un pur hasard. Donc je suis parti en 96 pour un stage durant mon école de commerce, un stage qui a duré 3 mois dans une entreprise de communication. Et cette rencontre a été vraiment brutale, c'était un coup de foudre. Pendant des années, Constantin baroude dans son pays d'adoption, avec un simple sac à dos, visitant la Chine en sidecar, à vélo, écrivant des articles et des livres, avant de poser ses godillots de randonnée aux portes du Tibet. Le grand salon tibétain. Il fait à peu près 70 mètres carrés. Une bâtisse achetée et rénovée pour 150 000 €. La terre, en revanche, Constantin la loue pour 20 ans. Les étrangers ne peuvent pas en Chine en devenir propriétaires. Près de lui, son fils de 3 ans, Conrad, et son épouse Phoebe, originaire d'Angleterre. Ils ont ouvert 2 chambres d'hôtes, meublées d'antiquité, au charme suranné. Mais ces hôtes, Constantin les emmène surtout en caravane équestre. On a quoi? On a à peu près 3 tonnes 5. Avec ses associés Guillaume et François, français eux aussi, ils doivent charger 45 chevaux. Ok, il reste plus que la nourriture. Après avoir marché pendant des années ultra léger, Constantin a décidé de voyager ultra lourd. Côte du Rhône, allez, bam, 6 bouteilles. Des malles chinoises d'antiquaire qui servaient de cadeau aux jeunes mariés. Des thermos ornés de pivoine. Ou encore ces lampes à pétrole de la ruée vers l'or américaine. C'est un peu une idée de retrouver les tracés, les parcours d'énormément d'explorateurs, donc français, anglais, autrichiens, américains comme Joseph Rock. Et c'est vrai qu'en lisant leurs récits, en voyant comment ils se promenaient, en tout cas ils s'aventuraient au Tibet, il y a eu une sorte de jalousie. Et je me suis dit, je veux vivre la même chose. Joseph Rock, Alexandra David-Néel, à la fois géographe, botaniste et anthropologue, il voyageait avec faste sur la route du thé et des chevaux. Des sentiers permettant le troc de thé, de sel et de fourrure entre le Yunnan et le Tibet. Dans son projet un peu fou, Constantin a enrôlé son voisin agriculteur, Lauzon. Il dirige les 13 muletiers, pendant que sa mère confectionne le thé salé au beurre de yak, qui accompagne la farine d'orge du goûter. Les 2 hommes discutent des préparatifs. C'est en redonnant l'amour de la caravane, l'idée de partir en montagne, c'est se réapproprier ces territoires pour les jeunes qui les avaient un peu oubliés et repartir là-haut avec les chevaux et apprendre à faire le pas, parce que c'est toute une technique de mettre le matériel sur le cheval. Pour chaque caravane de 5 jours, Lauzon est payé 400 € par Constantin. En plus, c'est devenu un ami. Et j'aimerais vraiment aller visiter la France avec lui. Bah, je te connais, toi. Sur le mur, le portrait de Xi Jinping, le président chinois. Les Tibétains de Shangri-La vénèrent le Dalai Lama, mais ils ne sont pas indépendantistes. Pendant ce temps-là, c'est au marché que Guillaume et Phoebe, la femme de Constantin, s'occupent de l'intendance.
So I will just take enough to make the sandwich on the second day. Des cornichons grumeleux, du gingembre rose, mais aussi des chaussons de riz gluants, enrubannés d'une feuille de bambou, des pâtes de poulet et toutes sortes d'animaux vivants. Les marchés européens, c'est incroyable, toutes les règles qu'il y a, vous pourriez jamais avoir cet étalage de viande comme ça qui vous saute aux yeux. You need more? Il en faut plus. Okay. Dans le Dorset anglais, Phoebe était mariée et vivait dans un manoir. Lors d'un voyage touristique en Chine, elle cherchait dans Shangri-La une boutique de chaussures de randonnée. J'ai vu Constantin avec ses bottes de guide et je me suis dit, lui, il n'a pas l'air d'un touriste. Il doit savoir où trouver un magasin de chaussures de randonnée. Donc on a commencé à discuter et là, ça a été cosmique. Un coup de foudre, une connexion. Comme si j'avais enfin trouvé mon âme sœur. Et on a passé 10 jours ensemble et il m'a dit « Tu crois que tu pourrais tout plaquer pour venir vivre ici avec moi ?» Moi aussi, je suis une rêveuse, assez excentrique, et j'ai dit « Bien sûr ». Phoebe rentre en Angleterre, divorce et revient à Shangri-La 5 mois plus tard. En Europe, elle dirigeait une entreprise de traiteur. Désormais, elle confectionne tous les repas de la caravane, y compris la charcuterie, avec les cochons de sa ferme. Ça, c'est de la viande séchée qu'on découpe en tranches. Et ça, c'est de la copa et ça, du bacon. Au menu des agapes, soupe de petits pois, tarte aux pommes et steak de yak. 11 Chinois qui partent en caravane sont attendus à la ferme ce soir-là. Au départ, les expéditions s'adressaient surtout aux Occidentaux. Super, venez Tilai. Désormais, Constantin reçoit de plus en plus de Chinois, à la recherche d'un tourisme différent, encore embryonnaire mais moins formaté. Ils payent chacun 1 500 € pour 5 jours d'expédition. Voilà. C'est vraiment vous qui l'avez fait? Non, c'est bon. Tous viennent de Shanghai ou de Canton. Ils sont informaticiens, designers, directeurs d'une salle de gym. 11 cadres supérieurs qui quittent rarement leur mégalopole. Nous sommes vraiment impatients. Nous n'avons jamais fait d'expédition comme celle-ci dans la nature. On a hâte d'aller à la rencontre de ces forêts tellement différentes des immenses villes chinoises. Pour nous, c'est comme revenir à l'état de nature. Le lendemain, à l'aube, c'est avec Guillaume que la caravane s'ébranle. Constantin et les clients chinois prendront la route quelques heures plus tard. On n'a pas de temps à perdre. Le temps que le camp de la première nuit soit monté. En moins de 40 minutes, les 3,5 tonnes de ce campement hors norme sont chargés sur les chevaux. Ils peuvent porter entre 60 et 80 kilos sans souffrir. Je mets cette caisse là-dessus. Le cortège s'ébranle en direction de Col, à plus de 4000 mètres. On reste sur une seule file. L'organisme des muletiers tibétains est habitué à ces conditions extrêmes. Leur ADN s'est même modifié et les protège du manque d'oxygène. Guillaume et François, sur place depuis plusieurs mois, sont également acclimatés à l'altitude. Il faut faire face aux aléas de la route avec nos chères mules, les chargements qui tombent, les mules qui partent d'un côté quand elles entendent kilikala dans les caisses. Donc voilà, tout ça. Si le cheval qui part en furie a le malheur de porter les œufs ou les verres à vin, là, là c'est chaud. Hein. Après 4 heures d'escalade et de traversée de torrents,
l'équipage atteint cette vaste prairie. Une bouffée d'air des hautes montagnes et de chlorophylle. À part quelques bergers, personne ne vient jamais ici. Là, je cherche la tente empereur, c'est la tente pour la salle à manger. Et c'est celle qu'on va essayer de monter avant que les clients arrivent. En 3 heures, l'équipage installe ses tentes coniques. Un modèle élégant façon salle de bal. Inventé par l'armée américaine et inspiré des tipis amérindiens. Jusqu'aux détails raffinés, chandeliers en argent, linge de maison ancien, nappe en soie et tapis laineux. Et puis il y a le trône. Cet endroit honorable. Dans cet endroit honorable, tenez-vous comme à table. C'est ici que tombent en ruine les secrets de la cuisine. Des petits coins au milieu des azalées. Une nature très peu touchée par la main de l'homme. Des sapins, des épicéas et des mélèzes. Autour desquels pèsent cochons d'alpage et yaks chevelus. Ce n'est finalement qu'au bout de 9 heures d'ascension que les Chinois arrivent, exténués. On n'en peut plus. Certains ont même dû être hissés à dos de mule. Ils ont grimpé pendant 16 km, passant de 2800 à 4200 mètres. C'est dur pour vous? Je suis tellement fatigué. Bois beaucoup d'eau. Je n'avais pas le vertige, mais mes poumons s'épuisaient à cause du manque d'oxygène. De 3050 à 4000 mètres, je devais me reposer tous les 2 ou 3 mètres. Je n'avais même plus la force d'ouvrir ma gourde pour boire de l'eau. C'est incroyable qu'ils aient pu ramener comme ça du gâteau à 4000 mètres. On l'a fait, on y est arrivé. C'est tellement bon de ressentir ce mélange de douleur et de joie. Quel bonheur! Wong est designeuse et n'avait jamais fait de camping de sa vie. J'en avais tellement rêvé. Mais dans mon imagination, il n'y avait pas de chauffage au gaz. Et pas cette literie luxueuse. Wei et son petit ami Terence dirigent leur agence de publicité à Shanghai. Dans une Chine encore conformiste, rares sont ceux qui, comme eux, osent vivre leur homosexualité au grand jour. Vous aimez? Oui, c'est cosy, mais il y a du vent. Pas de douche, pas de portable, pas d'internet. Le charme désuet des explorations du temps jadis. La caravane s'installe toujours près d'un lac pour avoir de l'eau qui est ensuite bouillie et près d'une cabane d'estive. Sur ces hauts plateaux ce jour-là, la température est de 15 degrés. Faute d'électricité, l'éclairage se fait aux lampes à pétrole. Dans la tente cuisine, Français et muletiers tibétains concoctent le repas. Tu veux un couteau? La vaisselle en émail a depuis peu remplacé la porcelaine. Et ça, à l'origine, on avait commencé les caravanes avec du Limoges, ouais. Et ça tenait, hein. Ça faisait très, comment ça s'appelle, Out of Africa, quoi. Quand elle descend du train, attention. Attention, mon Limoges. Ça, c'est de yak bourguignon préparé par Phoebe, qui a déjà été cuit, je crois, 2 heures et qu'on va réchauffer pendant 20 minutes. C'est magnifique. Avant le yak bourguignon, servi dans la tente empereur, de la soupe de potiron. Pour ces citadins, le trek est une parenthèse.
Tu veux de la soupe? L'occasion aussi, pour Tibétains et Chinois, de remettre à plat leurs idées reçues et leurs antagonismes. Selon les préjugés chinois, les Tibétains sont un peuple primitif, sous-développé. Certains d'entre nous pensent même qu'ils ne prennent qu'une douche par an. Mais ici, on découvre que ce peuple qu'on croyait mal éduqué, mal poli, est capable de réaliser pour nous, avec l'aide des Français, quelque chose de haut de gamme, d'élégant, d'extraordinaire. Pendant des années, les Chinois ont voulu dompter la nature, jusqu'à la saccager, générant des désastres écologiques. Ces cadres supérieurs semblent désormais vouloir renouer avec elle. C'est tellement bucolique. C'est la première fois de ma vie que je prends un petit déjeuner en plein air. Voilà, 20 ans de Chine, toilette chinoise, silienne, toilette de chat comme on dit en France. Comme presque chaque matin, le campement change d'emplacement. Il faut préparer les chevaux, démonter les tentes, tout remballer. Sans laisser la moindre trace, aucun déchet. Comme après un mouillage éphémère, un mandala bouddhiste soufflé par le vent. On est à nouveau en forme pour marcher. On dirait que tu rigoles comme un yak. C'est vraiment mignon. Ici, pas besoin de diplôme d'accompagnateur en montagne. Juste d'une boussole pour emmener les clients en randonnée. La plupart cherchent avant tout à sortir des sentiers battus. Mais ces Chinois ont une quête supplémentaire. Ils font partie d'un club de passionnés d'aromathérapie et veulent distiller ces lichens soyeux et ces mousses fluorescentes. Décroche-la doucement pour ne pas blesser la plante. Nous pourrons la distiller dès qu'on rentrera à la ferme. Si tu les pinces entre tes doigts, ça sent l'odeur des algues. Ces Chinois convoitent surtout une plante très rare. François est parti à sa recherche. Je suis à peu près au milieu de la plaine à vache. Il y a les fleurs très sèches, là, les violettes, dans les buissons un peu épineux. Pas de rhododendron en vue pour l'instant. Continue, vois un peu plus haut. Dès que tu tombes dans la forêt vraiment gigantesque de rhododendron, tu regardes s'il y a des fleurs éclatantes. Si c'est pas le cas, tu rebrousses chemin. Ok, bien reçu. Après quelques câlins aux arbres, la sylvothérapie est très répandue en Asie et permet de puiser leur tonus. C'est la récompense. La rencontre avec une floraison de rhododendrons sauvages de l'Himalaya. On dirait du frangipanier. La matinée s'achève par un pique-nique de plus de 3 heures. Le groupe a embarqué tous ses ustensiles. Sultan, pour un pique-nique, ça n'aurait pas été plus simple de prendre des sandwichs? Pour les Han, en tout cas les Chinois Han, c'est de, quel qu'il soit, c'est de manger chaud, et pas froid, langue. Au campement, séance de méditation pour ces bobos chinois, également avides de renouveau spirituel. Lorsque je suis arrivé au campement, j'ai embrassé mon cheval. On s'est donné de l'énergie mutuellement. Je n'avais jamais ressenti cela de toute ma vie. C'est parce que nous sommes dans un environnement magnifique. Nous sentons ces odeurs d'essence et de terre mouillée et nous ressentons toutes ces émotions exacerbées. En ville, ce serait impossible. Pardon, moi aussi je suis émue. Après 5 jours d'exploration, c'est la dernière soirée sur les hauts plateaux de Shangri-La.
Dans la tente cuisine, Constantin rétribue les muletiers tibétains. Un peu plus de 6 000 euros. 6 000 euros à partager entre les 13 muletiers. Le revenu annuel d'un paysan tibétain est d'environ 3 000 euros. Ça améliore vraiment notre quotidien. Ça double nos revenus. C'est une région très reculée ici et sous-développée économiquement. Sans les caravanes, on ne vivrait que de l'élevage de yaks. C'est super que ces Français viennent ici. Et les touristes chinois sont les bienvenus aussi, à condition qu'ils respectent notre nature. Merci, merci encore. 1, 2, 3, c'est parti! Ce soir-là, pas de mets occidentaux au menu, mais une fondue chinoise. C'est tout simplement le partage. C'est une forme de tatouage inscrit dans les cœurs, on n'oubliera jamais. Est-ce l'ivresse des sommets, ou plutôt les grands crus? La soirée se transforme en battle de chant. Les matelots de la belle Eugénie. Grâce aux caravanes, mais aussi aux restaurants qu'ils ont ouverts à Shangri-La, Constantin et Guillaume parviennent aujourd'hui chacun à se payer 3 000 euros par mois. Un revenu confortable dans cette contrée. Ça tient. Dans la pâte. Nul ne sait encore s'il rencontrera le Yéti, mais Constantin au Tibet espère mener bientôt ses caravanes jusqu'au camp de l'Everest.